Je crois qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Merci à toutes et tous d'être là pour cette rencontre avec Marianne Chaillan autour de son dernier livre, Survivre, publié aux éditions de l'Observatoire. Alors, chère Marianne Chaillan, nous avons la joie de vous recevoir et en termes de joie, je pense qu'il en sera question aujourd'hui, malgré le sujet du livre, pour évoquer votre dernier essai. Permettez-moi de rappeler, avant d'entrer dans le vif du sujet, que vous êtes professeur de philosophie dans un lycée à Marseille et que vous êtes aussi une autrice reconnue pour votre manière assez singulière de rendre la philosophie vivante, alors déjà en cours avec vos élèves, mais à travers aussi ces livres, et pour rendre la philosophie concrète et accessible à tous. Et vous montrez justement dans vos ouvrages, dont je vais citer quelques titres, que la philosophie ne se réduit pas à des concepts abstraits, mais qu'elle peut aussi éclairer notre quotidien, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Vous lancez dans l'écriture en 2017, alors sûrement avant. Moi j'ai noté ça. Oh non, bien mon avant. premier livre paru 2013. Vous en avez raté quelques-uns, parce qu'à l'époque, j'étais atteint, dixit mon éditrice, de notombite, c'est-à-dire que je publiais un livre par an. Donc si vous avez 2017, il en manque 4. Bien, on peut reprendre. Nouvelle prise. Bon, en fait, il est vrai que j'ai parlé des livres. Oui. Voilà, je voulais commencer avec Harry Potter, moi. Mais... 2013. Eh ben voilà. Voilà. Bah, c'est que je me suis trompé de date. C'est tout. Voilà. Harry Potter à l'école de la philosophie. Donc vous allez explorer les grandes questions philosophiques à travers la figure d'Harry Potter. Vous allez interroger aussi la question de la violence et du pouvoir à partir de la série GOT. Oui, Game of Thrones. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui. Vous avez fait 2 essais d'ailleurs sur cette série. Oui. Le premier qui s'intitulait Une métaphysique des meurtres, voilà. Avec petit clin d'œil à Kant, que certains auront reconnu. Et ensuite, la figure d'Amélie Nothomb qui revient, oui. Nothomb, oui. On prononce à la belge. Oui. Ainsi philosophée Amélie Nothomb en 2018. La question du bonheur, avec cet essai Où est donc le bonheur en 2022, de l'amour à la folie passionnément en 2023. Et récemment, avant cet essai Survivre, la question du déterminisme et de la liberté avec Écrire sa vie. Voilà. Ouais. Ouvrage, je le rappelle, je le précise tout de suite et je le redirai à la fin de la rencontre, ouvrage que vous pouvez retrouver tous, quasiment tous, à la librairie Le Passeur Contretemps dans le salon juste en face. Alors, j'ai fait exprès de ne pas évoquer peut-être pas le plus connu, mais celui qui inscrit un peu votre méthode, c'est In Pop We Trust, en 2020, puisque vous allez nourrir votre réflexion philosophique de références issues de la culture pop, c'est-à-dire les séries, les films, la littérature. Bon, la question que vous posez dans ce dernier ouvrage, elle est simple. On va un peu plomber l'ambiance dès le départ, mais vous allez voir qu'on va vers la joie et l'espérance. Donc la première question que vous posez, c'est comment survivre à la perte. Et je le répète, on va le dire tout de suite, on va divulgacher la fin, ça se finit bien. Ça finit par une explosion de joie. Donc pour tout cela, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vais vous lancer tout de suite, parce que là j'ai assez parlé, sur la première question. Mais la première question, elle portera davantage peut-être sur votre premier métier, si je puis dire, c'est-à-dire professeur de philosophie. Et vos élèves sont très présents dans l'essai, soit parce qu'ils vous posent des questions pertinentes, soit parce qu'ils apportent des réponses étonnantes aux questions que vous leur posez. Qu'apporte l'enseignement à votre idée ou votre conception de la philosophie en quoi ils viennent nourrir peut-être votre façon même d'envisager la... Enfin, quand je dis ils viennent nourrir, vos élèves viennent nourrir votre façon d'envisager la philosophie. Ok, ça démarre fort. Eh bien, c'est vrai que souvent on me demande quand je croise des gens qui m'ont connu il y a une dizaine d'années, quand je commençais, ils me disent « Est-ce que tu enseignes toujours alors que tu écris ?» Vraiment, oui, je ne pourrais pas arrêter parce qu'ils me nourrissent, effectivement. Ils nourrissent à la fois mes essais, mais aussi, vous avez raison, je n'y avais pas pensé, un certain rapport même à la pratique de la philosophie. Une philosophie qui, quand on enseigne en lycée, quand on a devant soi des élèves qui ont 16 ans, puisque ça commence aujourd'hui en première, on ne peut pas se payer de mots. Et c'est ça que j'adore. On ne peut pas leur dire « Aristote a dit ça », ils vont nous dire « oui, et alors ?» Ce n'est pas parce que c'est Aristote, si ça n'est pas
convaincant, efficace, opportun, ça passe pas le test. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette expérience que je mets de la philosophie qui est à l'épreuve de ce regard sans concession que les élèves apportent, qu'on retrouve moins quand même dans le supérieur, parce que quand on est déjà soi-même passionné de philosophie, on accepte de s'interroger pendant 2 heures sur la traduction d'un verbe en allemand. Non, les élèves de lycée, ils nous demandent « Ok, la philosophie, en quoi ça va m'aider à vivre ? En quoi ça m'apporte quelque chose ?» Et ça, c'est pas mal, ça me force à être vivante. Ils m'apportent une deuxième chose, les élèves, c'est que par méthode pédagogique et aussi pour que la philosophie reste vivante, je suis obligée de me tenir au courant de leur langage, d'avoir une langue commune avec eux, c'est-à-dire leurs objets de réflexion. Les séries qu'ils regardent, je les regarde. Les chansons qu'ils écoutent, je les écoute. Et comme ça, je peux montrer à la fois que, et c'était le sens de mes premiers livres, que la sagesse, que la culture dite populaire, elle n'est pas si inconsistante que l'on croit, elle recèle une forme de sagesse, et dans un geste parallèle, je leur montre que la philosophie n'est pas une discipline réservée à des vieillards en toge qui sont morts il y a 2000 ans, mais qu'ils ont quelque chose à nous apporter pour comprendre notre présent. Donc oui, mon expérience d'enseignante me stimule, et réciproquement, le fait que je sois autrice, je crois, maintient cette exigence de travail intellectuel qui fait que mes cours sont toujours, je suis toujours au travail en fait. Je ne suis pas dans une pensée qui est statique. Alors c'est une question que je n'avais pas du tout prévue, mais puisque vous l'évoquez, est-ce que le rapport que vous avez, on va parler du livre, hein, n'ayez pas peur, mais là, le rapport que vous avez avec vos élèves change parce que vous êtes autrice aussi, et est-ce qu'ils connaissent vos livres, est-ce que... C'est dur à dire parce que j'ai commencé à enseigner en 2008 et j'ai publié le premier en 2013. Mais vous voyez, par exemple, je leur dois en fait d'avoir fait ça. J'enseigne à Marseille et un jour, une de mes élèves me dit « Madame, vous avez vu, il y a un festival à Marseille de pop philosophie. Je n'avais pas vu du tout. Est-ce que vous pouvez nous y amener ?» J'ai dit « D'accord ». Et donc, on s'est retrouvés dans une conférence sur, je ne sais plus ce que c'était, mais peut-être c'était Kant chez les extraterrestres ou un truc comme ça, ou la philo chez Buffy. Et bon, j'avais écouté ça avec intérêt et je me suis dit pourquoi pas moi, je suis fan d'Harry Potter, est-ce que je ne pourrais pas proposer une philosophie d'Harry Potter ? Et donc je l'ai dit au directeur du festival, qui m'a dit envoyez-moi un texte. J'ai envoyé un texte, j'ai pas eu de réponse, je me suis dit bon, tant pis. Et puis 3 semaines avant la nouvelle saison, la semaine de la pop philosophie, j'ai vu mon nom dans le programme. Je me suis dit tiens, en fait, va falloir que j'aille parler philo avec Harry Potter. Et ça a été la première conférence et qui a donné mon premier livre, et puis ça s'est pas arrêté. Donc c'est quand même un peu grâce à mes élèves que j'ai commencé à engager ce travail-là, quoi. Alors, on va rentrer justement dans la réflexion. Aujourd'hui, nous serons un peu tous vos élèves, même si ça ne sera pas un cours, mais ça aurait pu. La question que vous posez finalement dans cet essai est de savoir si la philosophie peut nous aider, comme vous l'écrivez, à penser nos plaies par rapport à la perte, au deuil, à la mort. Et vous rappelez que la philosophie dans l'Antiquité est un art de vivre, ce n'est pas une thérapeutique, c'est le mot que vous employez. Est-ce qu'elle est condamnée selon vous? La question est volontiers provocatrice, et vous y répondez en fait, mais dans le livre, est-ce qu'elle est condamnée à n'être aujourd'hui qu'un commode moyen, par exemple, pour passer son bac et avoir une bonne note en philosophie, ou est-ce que c'est simplement un concept complètement éloigné de la vie quotidienne ? Non, vraiment pas. Vous l'avez senti. Je dis d'ailleurs aux parents d'élèves, à la première réunion parents-prof, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui, mais je leur dis, bien sûr que je veux préparer vos élèves pour le baccalauréat. Plus que le baccalauréat, pour le supérieur. Et au moins autant que le supérieur, voire plus peut-être, leur faire rencontrer cette discipline merveilleuse qui est une compagne de vie extraordinaire. Et voilà, j'essaye d'accomplir cette triple mission chaque année, tel un Sisyphe qui roule son rocher. Nous nous rapprochons, certains peut-être dans la salle le savent, Parcoursup est actuellement une problématique pour bien des parents ici, j'imagine. Voilà, mais oui, je suis une professeure comblée qui a décidé cette année pourtant d'affronter une question très douloureuse. Donc, est-ce que la philosophie peut nous aider à surmonter, à accepter l'idée de la perte ? Cette question, en vérité, elle remonte
il faut dire plein de choses. Il faut dire que donc il y a eu toute une première partie de mon travail qui a été consacrée donc à ce qu'on pourrait appeler, et on m'a donné cette étiquette de pop philosophe. C'est-à-dire que je me consacrais à des objets de la pop culture. Ça a commencé donc par Harry Potter. Ensuite, j'ai fait les chansons de variété. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la philo? Pas chez Barbara et Brassens, ça va, on le sait. Hein. Non, chez Johnny, chez Céline Dion. Est-ce qu'on trouve de la philo là-dedans? Donc c'est ce que j'ai essayé de montrer. Après, une série télé. Après, j'ai fait les dessins animés Disney. Toujours les objets, en fait, ils m'étaient suggérés par ce que consommaient mes élèves, qu'est-ce qu'ils aiment, et d'essayer d'aller penser avec eux ces objets-là. Et puis là, j'ai entamé avec Où donc est le bonheur une deuxième façon de m'engager dans une manière pop philosophique. C'est-à-dire que ce qui reste pop, c'est l'accessibilité, je dirais, mais il n'y a plus d'objets de la culture populaire. Là, c'est des grandes questions qu'on se pose tous. Est-ce que le bonheur existe? Est-ce que je peux l'atteindre? Comment je fais pour l'atteindre? Est-ce que j'ai raison de tomber amoureux? Est-ce que c'est un danger terrible que je dois éviter? Est-ce que je vais pouvoir être l'auteur de ma vie, ou au fond, est-ce que les choses sont pliées d'avance? Est-ce que les grands penseurs ont fourni des outils pour nous aider à surmonter les épreuves de l'existence? Vous voyez, c'est des questions philosophiques par excellence, mais je ne sais pas si vous aurez repéré, enfin moi en tout cas, c'est la remarque que je me suis faite, c'est que ces grandes questions, on se les pose. Mes élèves se les posent, tout le monde se les pose. Et à chaque fois que je viens dans un salon, comme aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me dire « Ah, moi la philo, j'en ai fait qu'1 an, le prof était pas bon, ou alors j'étais pas assez mature à l'époque, et j'aimerais revenir à la philo, mais j'ose pas trop, parce que la philo, quand même, quand on ouvre un livre, c'est dur. » Et ils ont l'impression qu'il y a un temple dans lequel ils voudraient rentrer, et ce temple leur est interdit à cause de son abstraction, de son inaccessibilité. Donc moi, j'essaie d'être une passeuse, modestement, d'essayer d'entrouvrir la porte du temple. Et donc, dans cette deuxième partie de mon travail, là, pour ces derniers essais, je veux m'affronter à ces grandes questions-là qui, aujourd'hui, en fait, elles sont traitées par qui? Pas par les philosophes. Non, je ne sais pas si vous aurez fait le même constat que moi. Les philosophes, parce qu'ils sont trop abstraits, je trouve, ont déserté l'agora, la place publique, et ont laissé la place à d'autres qui ont pris en charge ces questions-là, et qui sont les écrivains de développement personnel. Tant mieux si ça marche, vraiment. S'il y en a parmi vous qui ont lu un livre de développement personnel et qui ont été aidés, merveille. Mais ce que je me suis fait, moi, comme remarque, c'est que je vois des files énormes de gens qui vont acheter des livres du type « Être heureux en 5 leçons », enfin 5 exercices par jour et tu seras heureux. Et quand je vois ça, évidemment, j'ai envie d'acheter le livre, hein, parce que s'il y a 5 exercices à faire, ce serait génial, non? Mais aussitôt, je regarde les gens et je me dis, s'ils sont dans la file, c'est qu'ils ne sont pas heureux, non? Parce que sinon, on n'achète pas le livre qu'ils nous donnent. Seront-ils plus heureux avec les 5 exercices par jour? Je crains que non. Ça a l'air quand même un petit peu plus compliqué, l'affaire du bonheur. En tout cas, en philosophie, on ne fait pas des promesses très réjouissantes. Et à ma grande surprise, vous êtes assez nombreux pour être venus écouter parler de la perte. Vous vous doutez bien que par un prof de philo, je ne vais pas vous dire « Ah oui, alors, avec survivre, vous sortirez tout à l'heure et aucune perte ne vous touchera. » Pas du tout. Hein. Et dans mon livre sur le bonheur, je ne vous dis pas « À la fin du livre, vous aurez vos 5 exercices à faire par jour et vous verrez, la vie est un long fleuve tranquille. » Pas du tout. Dans la philo, pas de fausses promesses. Un chemin plus aride, mais peut-être un chemin plus lucide, et qui n'est pas non plus sans pouvoir nous aider malgré tout. C'est ce chemin-là que j'essaye de faire, et j'essaie donc d'engager le faire avec respect, hein, si ça aide, tant mieux, hein, avec le développement personnel, mais de refaire descendre la philosophie à nouveau sur la place publique pour qu'elle se réempare des questions qui ont toujours été les siennes, ces questions-là, et où elle apporte des réponses qui sont, je crois, pour en avoir fait ma passion et mon métier de la philosophie, qui sont utiles, mais qui ne sont pas non plus, qui ne nous promettent pas monts et merveilles. Hein. Voilà. Vous pouvez partir, du coup, si vous, si vous êtes déçus. Non, ne partez pas, parce que il y a quand même, dans le livre, vous l'évoquez, vous dites que vous n'allez pas apporter une solution miracle. J'ai commencé en parlant d'espérance, d'espoir, même d'espérance, du coup, pour la fin du livre. Donc il y a un véritable cheminement de la pensée. Et il est vrai que si on s'arrête aux premières pages, on peut se dire, oula, ça va être dur, parce qu'on commence par la question de la perte et de la séparation. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler. Ma mère, qui a été ma première lectrice, m'a dit « T'es sûre ? Les gens vont caler, là. Ils vont pas tenir. Personne va lire ton livre. » Parce que, effectivement, dans les premiers chapitres, je suis bien obligée de parler de ce qui est l'objet de mon livre.
je ne sais plus comment j'ai intitulé cette première partie. En fait, je veux bien. Oui, c'est toujours des jolis titres. Je peux le dire parce qu'ils ne sont pas de moi. Je veux dire que je les emprunte à des poèmes ou à des textes. Voilà. Alors là, c'est si un jour la vie t'arrache à moi. C'est pas un poème, mais c'est quand même un poème, hein. Oui. Bon. Et les 3 premiers chapitres, voilà, mon passé se dissout, je fais place au silence. C'est pas réjouissant. Très beau vers d'un poème d'Éluard qui s'appelle Notre vie. Et il écrit ce poème à la mort de sa compagne Neuch. Ce poème, je l'ai rencontré à 16 ans en classe de seconde parce que j'avais une professeure de français extraordinaire. Et c'est drôle, enfin, c'est pas drôle du tout, mais cette professeure avait connu cette année-là des deuils dans sa famille. On l'avait su parce qu'elle avait été absente pendant un long moment. Et à son retour, on avait étudié Notre vie, Neuch. Et on avait étudié comme ça tout un certain nombre de textes. Et on est resté en contact, elle et moi. Je la cite dans pas mal de mes livres. Et elle m'a écrit récemment que ce partage de la littérature, à ce moment-là de sa vie, ça l'avait aidée. Et en fait, je lui ai répondu que moi, ça m'aidait tout autant. Ça fait 20 ans. Ça fait 30 ans qu'elle m'a offert Éluard. Et Éluard m'accompagne dans les moments comme ça, un peu sombres de l'existence. Donc dans ce livre, il y a des philosophes, mais il y a des romanciers, il y a des films, il y a des chansons, il y a tous ces objets qui nous tiennent un peu chaud quand les temps deviennent froids dans notre existence. Et je mène l'enquête. Vous avez parlé de quelque chose qui va crescendo, c'est qu'en fait, j'ai besoin de savoir, oui ou non, vais-je trouver quelque chose qui m'aidera à affronter les pertes qui m'attendent encore. Et je suis sans concession, c'est-à-dire que je suis très angoissée depuis toujours. Hein. J'ai peur de la mort de mes proches. Au départ, je n'avais pas peur de ma propre mort. Ça commence. Oui, parce qu'en lisant les pages de Simone de Beauvoir, vous verrez, il y a des pages horribles, magnifiques, mais horribles, de Simone de Beauvoir sur la vieillesse. Sur la cérémonie des adieux. Ah oui, ça c'est sublime. Mais moi, je pensais quand elle parle de sa vieillesse et qu'elle dit, les gens qui me regardent. En plus, elle est jeune quand elle écrit ça, elle doit avoir 50 ans. Et elle dit, les gens qui me regardent doivent trouver que c'est une femme de 50 ans, qui est ni bien ni mal. Moi, je vois une vérole qui s'est incrustée sur mon visage. Cette vérole, c'est la vieillesse. Et elle conclut à la fin du texte, elle m'infecte aussi le cœur. Pouf. Je commence à sentir un peu la vérole qui monte. Et du coup, voilà, dans les premiers chapitres, je parle de ça, cette expérience de la perte de la jeunesse, de la maladie, de la perte de la santé. Je pense qu'on est très nombreux ici à avoir traversé ça. De la rupture amoureuse. Encore Simone de Beauvoir, sublime page sur la rupture amoureuse, où elle imagine l'homme qui vient de la quitter avec quelqu'un d'autre. Et elle dit cette phrase, on me scie le cœur avec une scie aux dents très fines. C'est ça, non ? Comment on fait pour se remettre de ça ? Donc moi, c'était ça. Je demandais aux philosophes, soyons simples, dites-moi comment on fait pour survivre, pour traverser. Et en fait, c'est beaucoup plus large. C'est la jeunesse, la maladie, la rupture amoureuse, la rupture amicale, le deuil, la perte d'une profession. En fait, est-ce que vous serez d'accord pour dire que vivre, c'est continuellement être confronté à l'expérience de la perte ? Bon, c'est pas réjouissant quand même, si ? Donc comment on fait pour avoir envie de vivre ? Comment on fait pour aimer la vie si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants, comme le dit un autre philosophe ? Voilà, c'était ça ma question. Comment on fait pour aimer la vie ? Il y avait une élève qui était venue me voir à la fin d'un cours. Je le raconte dans Où donc est le bonheur ? Et là, ça répond à la première question. En quoi mes élèves peuvent me nourrir ? Elle m'avait... Non, c'est pas vrai, c'est pas elle qui m'avait attendue. C'est moi qui avais vu qu'elle sombrait peu à peu de cours en cours, pas à cause de l'ennui des cours, hein, mais elle avait l'air d'aller pas bien par ailleurs. Et je lui dis, tu sais, tu peux venir me parler. Puis un jour, elle m'attend et elle me dit, mais à quoi bon écouter ce cours ? À quoi bon prendre des notes ? À quoi bon avoir mon bac ? À quoi bon faire des études ? À quoi bon m'attacher à des gens ? Si je les perdrais, si je perdrais tout, si les gens que j'aime mourront, et si tout ce que j'accomplis dans cette vie sera détruit. Bon. On prévient l'infirmière scolaire dans ces cas-là. Non, parce qu'on est prof de philo. Et là, on se dit, si la philo ne peut pas répondre à ça, elle sert à quoi, en fait ? Non ? Cela dit, je vous rassure, hein, je me suis assurée que ses parents étaient au courant, quand même. Voilà, suivi psy, tout ça, très bien. Mais il y avait une vraie question philosophique. Et heureusement pour moi, quelqu'un y avait répondu. C'était Albert Camus. Donc je lui ai dit, tu devrais aller lire Le mythe de Sisyphe. J'avais quand même une chance sur 2 qu'elle y aille. Hein. Elle y a été. Et elle est arrivée 3 semaines plus tard avec 40 pages qu'elle a posées sur ma table,
qu'elle avait écrit en fait son commentaire du mythe de Sisyphe, et ça commençait: comment un homme que je n'ai jamais rencontré et qui est couché sous terre a-t-il pu plus m'aider que tous les vivants que j'ai rencontrés? C'est magnifique, non? Voilà, c'est magnifique. Et pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, parce que cette question qu'elle m'a posée, à quoi bon? Je me la pose aussi. Je ne sais pas si vous vous l'êtes peut-être posée à un moment donné, non? À quoi bon? Vous avez jamais eu cette sensation d'être Sisyphe, quoi, qui roule son rocher puis qui dévale? À quoi bon? C'est terrible de s'attacher. C'est terrible de s'attacher quand c'est la promesse d'une souffrance à venir. Bon, alors j'avais besoin de trouver. Et en fait, ce qui s'est passé, que je raconte au début du livre, c'est que quand j'étais jeune, que je n'avais pas cette vérole dont parle Simone de Beauvoir, je rigole quand même. Bon, ok, non. Quand j'avais 25 ans, j'allais engager un travail de doctorat avec une prof de la Sorbonne que j'avais admirée. Et je lui avais dit: est-ce que vous pouvez diriger ma thèse? Elle m'avait dit: venez me voir. Elle m'avait fait un entretien, elle m'avait fait parler, ça avait duré bien 1 heure. Hein. C'était presque une séance de psychanalyse, quoi. Et à la fin, elle m'a dit: diagnostic. Vous allez travailler sur la mort chez Spinoza. Vous, votre truc, c'est la problématique de la mort. Hein. Elle avait vu juste. Hein. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, je suis repartie à Aix, où j'habitais à ce moment-là. Elle était en Sorbonne. Et pourquoi je n'ai pas acheté Spinoza? J'ai acheté Yankelevitch. Je ne sais pas. J'ai commencé à lire Yankelevitch, et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Je ne sais pas si vous le devinez, pour quelqu'un qui était si anxieux comme moi, de la mort. J'ai fait une crise d'angoisse. Hein. Et donc, je lui ai écrit en lui disant: écoutez, madame, merci beaucoup, très honorée que vous ayez accepté, mais je ne vais pas pouvoir travailler 3 ans sur la mort. Donc, j'ai fait un refus. J'ai fait un refus. Jusqu'au jour, il y a 2 ans, je crois, je venais de rendre mon précédent livre, Écrire sa vie, et mes éditrices me disent: alors, sur quoi portera ton prochain? Et le matin même, je m'étais découvert mon premier cheveu blanc. Et je me suis dit: tiens, est-ce qu'il ne serait pas l'heure de renouer avec ce fil-là qui arrive? Je renoue avec le fil perdu et je vais m'y confronter, tiens, cette fois. Allez, j'y vais. Pas forcément la mort chez Spinoza, mais cette question de la finitude et comment on surmonte le à quoi bon, comment on aime la vie malgré tout. J'en ai parlé à mes proches et il y a une de mes meilleures amies qui me connaît bien qui m'a dit: Marianne, tu vas pas y arriver, tu vas faire une crise d'angoisse. Comment tu vas pouvoir, sur 200 pages, te consacrer à la mort pendant des mois? Et j'ai compris quand même que c'était risqué. Et il y avait de quoi fuir, et puis il y avait de quoi écrire Survivre. Et j'ai rendu donc ma copie avec 20 ans de retard, et elle s'appelle Survivre. Et, pour finir la petite histoire, 20 ans plus tard, j'étais enfin prête à recevoir ma leçon de Spinoza, et je comprends qu'elle avait tout compris, elle avait fait le diagnostic, et elle avait trouvé le remède. Parce que Spinoza ne nous dit pas du tout: pensez à la mort, vous l'apprivoiserez, grâce à ça vous en souffrirez moins quand elle arrive. Ce que nous dit la philosophie antique. Hein. Et moi, comme tout étudiant de philosophie antique, j'ai fait une indigestion de cette philosophie antique qui nous fait croire que notre rapport à la mort doit être... si on est sage, on ne doit pas détourner notre regard, mais on doit y penser tout le temps. Je ne sais pas si vous avez lu des pages des stoïciens, par exemple, qui nous disent: le matin, quand tu dis au revoir à ton fils, que tu le prends dans tes bras, dis-toi: ce soir, peut-être, tu seras mort. Et comme ça, quand la mort viendra, tu souffriras moins. Alors moi, je fais ça. Hein. Ce soir, peut-être, tu seras mort. Mais j'angoisse à mort. Voilà, c'est ça le seul effet. Ça ne me prépare pas du tout. Ça me fait aller plus mal encore. Et Spinoza, c'est pas du tout ça. Spinoza, c'est celui qui dit: arrêtez, la philo n'est pas une méditation de la mort. La philosophie est une méditation de la vie. Si vous essayez d'apprivoiser la mort par la pensée, vous y gagnerez uniquement à vous sidérer. Vous devez engager tout votre élan vital ailleurs. Et je me suis dit: quelle tristesse, non? Il y a 20 ans, j'avais déjà la réponse. Bon, il m'a fallu 20 ans. Elle est là. Voilà. Ah oui, là, on était sur un moment de philosophie. Mais justement, vous évoquez au début de cette réponse, on vit de multiples pertes, on meurt à beaucoup de choses avant de mourir, avant la dernière mort. Les lieux que l'on quitte, l'amour évidemment. Et alors, pour échapper à l'angoisse de ces multiples pertes, il y a une solution qui est celle du divertissement. Alors on pourra rentrer dans le détail, mais en fait il y a 2 voies. Vous avez évoqué la voie de la philosophie antique, il y a une autre voie dans la philosophie antique qui peut être celle de l'hédonisme. Donc il y a l'épicurisme d'un côté, avec ce contresens que vous éclairez très bien d'ailleurs dans le livre, parce qu'à Bordeaux on avait une fête qui s'appelait les épicuriales, une fête de la boisson, de l'alcool et de la nourriture.
Moi, je voulais écrire à la mairie quand même pour leur rappeler que les épicuriales, ce serait plutôt une sorte de retraite monastique, parce que la vie épicurienne, c'est la solution de l'épicurisme, vie monastique, ou la solution de l'hédonisme, on jouit sans limite. Et c'est peut-être là que surgit le divertissement. Donc, quelle voie serait la plus appropriée? Parce que vous évoquez quand même le fait que vous êtes plutôt par moment du côté du divertissement. Et votre cheminement aussi dans tous ces livres le montre. C'est-à-dire que pendant 20 ans, vous avez évité, vous êtes allé vers des thèmes peut-être un peu plus joyeux, la question du bonheur. Oui, alors évidemment. Alors ça se discute. Il y a dans la salle une lectrice, je l'ai vue là en rentrant de mon Harry Potter à l'école de la philosophie, qui est venue me le faire signer tout à l'heure. Bon, je ne la retrouve pas, ou alors si, c'est vous. Hein. Et donc mon tout premier livre 2013, qu'est-ce que je vois comme leçon dans Harry Potter, c'est comment apprendre à mourir. Donc, vous voyez, en fait, même quand je parlais de pop culture, j'étais déjà là à essayer de tisser un peu quelque chose avec la question de la finitude. Hein. Par contre, ce qui est vrai là, c'est que dans mon livre, donc il y a cette première partie où je parle des pertes au pluriel, et puis il y a une deuxième partie où je me tourne vers des philosophies qui se présentent explicitement comme des consolations. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu dire qu'il y a un philosophe qui s'appelle Caton et qui tenait en mourant dans sa main le Phédon de Platon et dans l'autre main le glaive. L'un pour apprendre à mourir, le Phédon, l'autre pour passer de la vie à trépas. Ah, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être efficace, le Phédon, il serait temps de le relire. Je l'avais lu en Cagne, mais bon, peut-être que je vais le relire. Donc je relis Phédon. Bon, ben, ça n'a pas trop marché parce que en gros, ce qu'il nous dit, c'est que les philosophes, d'abord, ça concerne que les philosophes, donc je pense qu'il n'est pas la peine de tarder trop longtemps. Platon dit seuls les philosophes seront épargnés par la perspective de la mort. Donc déjà, merci de laisser tant de gens à la porte. Mais c'est pourquoi ils sont épargnés, parce qu'ils passent de toute façon toute leur vie à mourir. C'est-à-dire quoi? À délier leur âme de leur corps et à se consacrer uniquement aux affaires de l'esprit. Et il appelle les autres les philosomatos, ceux qui aiment les plaisirs du corps, par exemple un bon repas. Et il dit, bon, bah, ceux-là, en gros, c'est pas eux, c'est foutu. Bah, moi, le problème, c'est que quand j'ai peur de mourir, c'est plutôt les affaires du corps que je regrette. Enfin, c'est tous les plaisirs qu'on a. Je cite à la fin de ce chapitre, je crois, une chanson de Barbara, il me semble. Hein. Évidemment, là, ça ne me revient pas, mais tous ces petits plaisirs, ces premières gorgées de bière, ces petits plaisirs de l'existence, quoi. Bien sûr, mais quand j'appelle petit plaisir, ça peut être l'écoute d'une musique, ça peut être la contemplation d'un film, enfin... C'est pas lire Kant qui est en premier, ou sur mon lit de mort, je me dis, oh, mince, je ne lirai plus la critique de la raison pure. Non. Donc, Platon, pas d'effet sur moi. Je me suis tournée vers Épicure, qui était prometteur, Épicure, parce qu'il a un raisonnement qui paraît magique. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il nous dit, quand on est vivant, ce qui semble être notre cas ici, donc la mort n'est pas là, super. Quand la mort viendra, on ne sera plus là. C'est pas faux. Donc, conclusion, nous ne connaîtrons jamais la mort. Merveilleux, je me suis dit, c'est merveilleux ça. On connaîtra jamais la mort. Et puis juste après, je me suis dit, oui, mais en fait, le problème dans mon angoisse de la mort, c'est que c'est pas tant la mienne que je redoute, mais c'est celle de mes proches. Et alors, si tu es en train de me dire que quand la mort les frappera, il n'y aura plus rien du tout, tu m'achèves. Parce qu'on a quand même cette espérance, non, que peut-être quelque chose demeure. Donc déjà, il m'angoissait encore plus pour mes proches. Et puis ensuite... Plus je me disais, oui, mais ça marche dans le cas où la mort vient et puis elle frappe soudain. Mais on n'a pas tous cette chance. Parfois, la mort s'annonce quand même. Parfois, la mort met du temps à s'emparer de nous. Allez, exit Épicure. Donc là, je me suis tournée vers les stoïciens. Et ce qui est bien, c'est qu'au même moment, un de mes élèves m'avait demandé... Il m'avait dit, moi, j'aime vraiment les jeunes de 17 ans, 18 ans, c'est une question qui se pose, hein, il ne faut pas croire. Pendant le confinement, on faisait des cours, enfin, vous avez connu ça sûrement, à distance, par ordi, quoi. On ne savait pas bien à quelle sauce on allait être mangé pour le baccalauréat. Est-ce qu'il y en aurait un, est-ce qu'il n'y en aurait pas? Et mes élèves, à ce moment-là, une de mes élèves m'a dit derrière son écran, est-ce que vous ne voulez pas nous parler de la mort? Parce qu'on, bah ouais, on a besoin d'y penser un peu là. Est-ce que les philosophes, ils peuvent pas un peu nous aider? Et c'était déjà un moment où j'avais... et ils m'ont appris après, quand on s'est retrouvés, qu'à ce moment-là, parce qu'ils allumaient pas tous leur caméra en fait, ben en fait, ils se réunissaient en famille derrière l'ordi, quoi.
et la philo, ils l'écoutaient ensemble et à voir si ça nous aidait pas un peu. Et à l'époque, les stoïciens, ça avait plutôt marché, mais là, l'an dernier, ça n'a pas marché du tout sur mes élèves ni sur moi. Je vous en ai fait un extrait là, tout à l'heure. Bon, c'est un peu réducteur, mais cette idée qu'il faut apprendre à désirer ce qui dépend de nous, il faut arracher nos mauvais désirs qui portent sur des choses qui dépendent pas de nous, à savoir conserver les gens qu'on aime, se préparer à la mort, faire tous les matins des exercices spirituels de préméditation des mots. Vous trouvez ça bien, ça, d'anticiper les mots? Enfin, moi, je fais ça depuis longtemps. Je vais pas... Par exemple, dans le livre, je raconte, c'est un livre très personnel. Vraiment, n'ayez pas peur si vous... la philo, quand même. Non, c'est vraiment, j'essaie de penser au plus près de ma chair. Et je raconte que quand ma grand-mère, qui est un personnage récurrent de mes livres, quand je quittais sa maison, elle se mettait à la fenêtre pour dire au revoir. Et à chaque fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé ça, je la regardais en me disant, et si c'est la dernière fois? J'essayais de fixer l'image. Ça fait longtemps que j'ai ça. Et là, c'est tous les soirs, je parle à ma mère au téléphone, et tous les soirs, il faut que je dise à demain. Si elle me dit à bientôt, ou si elle me dit salut, je rappelle. À demain, promis, hein. On est là demain. Je sais bien que c'est imaginaire. Hein. Pourquoi j'ai dévié sur ça? Oui, parce que je voyais que je prémédite les mots. Ça, je crois qu'on peut le dire. Non, je prémédite non-stop. Est-ce que ça aide à vivre? Pas du tout. Exit les stoïciens. Bon, donc, il y a tout un moment sur la philo où je suis pas tendre avec la philo, quoi. Enfin, voilà. Et ça commence à tourner à la troisième partie du livre, qui a un très beau titre, je le dis parce qu'il n'est pas de moi, qui s'appelle « Si le grain ne meurt ». Ah, si le grain ne meurt, vous connaissez cette phrase, hein, il reste sec, mais s'il meurt, alors il portera beaucoup de fruits. Et là s'amorce quelque chose où je découvre d'autres philosophes. Et alors, par un hasard, pareil, hein, c'est pas fait exprès, parce qu'à chacun de mes livres, c'est une enquête que je mène. Je pars à la recherche de la réponse. Je sais pas où je vais arriver. Et de livre en livre, je retrouve le même boys band qui me sauve, à savoir Nietzsche. Montaigne, je suis d'ailleurs très contente d'être à Bordeaux, dans des terres proches de Montaigne. Nietzsche, Montaigne, Spinoza et Camus. Et alors, eux, pour le coup, quand même, je vous invite à aller un peu chercher de leur côté. Eux, quand même, ils nous... Alors, vous allez me dire, Camus, vous êtes sûr? Le penseur de l'absurde, celui qui nous parle de Sisyphe, lui, il va nous aider à vivre. Mais vous avez peut-être lu Noces ou L'été. Et vous vous rappelez peut-être de ces pages magnifiques où Camus nous invite à nous rabattre dans l'instant présent, à être complètement dans l'immanence. Ces pages magnifiques qu'il y a dans L'Étranger où Meursault se baigne dans la mer avec Marie. Non, vous vous en rappelez? Moi, quand j'étais juste avant la rencontre de Chantal Jacquet, là, avant la thèse ratée, quoi, j'ai fait mon mémoire sur Camus. Et déjà, vous voyez que c'est une question qui me hante. Ma question de l'époque, c'était... mon mémoire s'appelait... je sais plus, c'était sur la finitude, quoi, et sur l'éternité. Et bref, ce que j'ai trouvé chez Camus, c'est qu'il y a une manière d'habiter l'instant. Après, je suis pas prof de français, il y a peut-être des profs de français dans la salle qui me diront c'est un contresens, je sais pas. C'est ma lecture, en tout cas. Je trouve chez lui des pages qui nous montrent qu'il y a une manière d'habiter les instants de notre vie qui font que ces instants-là deviennent comme ces feuilles qu'on prend quand on se promène dans la nature et qu'on les pose entre les pages d'un livre et on les conserve. Et je suis sûre que vous avez, vous aussi, non, ces moments-là qui vibrent d'une éternité encore. C'est comme si on y était encore. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'y est plus. Mais vous vous rappelez cette phrase de Camus sur ces soleils invincibles? Et donc, dans le livre, je cherche à essayer de... Comment on fait pour cultiver, pour vivifier ces moments de soleil et les rendre le plus invincibles que possible jusqu'au moment où on sera fauché, quoi. Et puisque vous évoquez Camus, il y avait aussi cette idée qu'une question qui traverse, à mon sens, votre essai, c'est aussi celle du risque. Vous évoquez le fait que la mort de Socrate est une sorte de beau risque, c'est votre expression. Voilà, penser que peut-être l'âme est immortelle. Vous évoquez aussi à propos de Camus les prisonniers de la caverne qui n'ont pas fait les gestes essentiels pour engager leur existence et qui donc n'ont pas vraiment vécu. Et alors en lisant cela, je pensais à un bel essai que je vous recommande, de Anne Dufourmentel sur Éloge du risque.
et dont la vie même est l'exemple même que la vie est un risque. Et est-ce que justement, précisément, je vous pose la question, est-ce que la vie n'est pas le plus beau des risques ? Certes. Alors, on sort un peu du livre, mais je n'esquive pas la question. Non, c'est une très belle question que j'aime beaucoup. Et en fait, j'y réponds un peu par-ci, par-là, et de livre en livre. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de vivre ça, de rencontrer une œuvre d'art qui change votre vie. Je réponds à la question, hein, ça ne se voit pas. Hein. Mais toujours ce merveilleux prof de littérature, en seconde, m'a fait découvrir un texte, une nouvelle d'Albert Camus, qui s'appelle « La femme adultère ». C'est dans un recueil qui s'appelle « L'exil et le royaume ». Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce texte entre les mains. J'avais 16 ans. Oui, ça vous parle ? Ça commence, on est dans un bus qui chemine dans le désert. La première page, je me suis dit, je vais fermer, ça ne m'intéresse pas. J'avais chaud avec l'héroïne. Puis en fait, ce bus, il chemine et arrive aux portes du désert, dans la dernière ville avant le désert. Et l'héroïne qui est là, elle doit avoir 50 ans, elle accompagne son mari qui veut vendre des étoffes dans ce fort. Et c'est l'occasion d'un flashback, en fait. Elle se dit, qu'est-ce que je fous là ? Et on retourne en arrière et on la voit quand elle a 20 ans et qu'elle a plein de désirs, elle a envie d'aller à la capitale faire ses études, elle a envie de prendre des risques. Et quand même, c'est difficile de prendre des risques. Et puis, c'était bien confortable. Il y avait ce gentil garçon qui était gentil, qui était brave, qui lui proposait le mariage. Et donc, elle va l'épouser. Et c'est ce gentil garçon-là qui est là à vendre ses étoffes. Et à l'époque, elle l'épouse parce qu'elle se dit qu'avec lui, elle sera à l'abri du besoin. J'essaie de faire court, hein, pardon. Et Camus a cette phrase horrible qui est « Mais du besoin le plus essentiel, comment se mettre à l'abri ?» C'est-à-dire qu'elle s'est mise à l'abri parce qu'il avait un peu de bien, parce qu'il était gentil, parce qu'il ne serait pas... Voilà. Mais du besoin le plus essentiel, comment se mettre à l'abri. Et elle va monter en haut du fort et elle va se retrouver face au désert. Et dans le désert, elle va voir des nomades qui passent. Et elle va les envier. Phrase de Camus, c'est « Seigneur misérable et libre, qui ne possédait rien, mais ne servait personne. » C'est eux le royaume. Hein. Et elle se sent en exil à sa propre vie. Et bon, elle va avec son mari, ils vont dans l'hôtel, ils s'endorment, et elle fuit comme une femme adultère, mais elle ne va pas rejoindre un amant, elle va rejoindre le désert. Ouais, c'est beau, hein ? Mais attention, elle ne franchit pas le mur, elle va juste le rejoindre dans la nuit. Et là, elle se dit, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est triste, hein ? Et elle retourne dans l'hôtel, elle se couche à côté de lui, elle pleure, ça le réveille, il lui dit, qu'est-ce que t'as ? Et elle dit, rien. Je vous ai spoilé la nouvelle. Hein. Rien. Ça termine sur ce mot. Horrible. Pour ceux qui ont lu le mythe de Sisyphe, Camus dit il y a un moment où ce petit mot arrive, rien. Et c'est le pire. Il vient déchirer le voile de nos existences. Et moi, j'ai 16 ans, je me retrouve avec ce texte. Et je me dis, mon Dieu, mais comment je fais pour ne pas devenir elle ? Je ne la juge pas. Hein. C'est sans jugement. Mais comment je fais pour ne pas me retrouver à 50 ans avec ce sentiment que pour me mettre à l'abri de la vie, je n'ai pas osé franchir ce mur et je n'ai pas osé être une nomade. Ouh, j'ai une trop belle histoire à vous raconter dans la foulée. Bref, ce livre m'habite depuis tout ce temps. Et j'essaie, autant que possible, de franchir les murs qui me séparent de mes déserts. Mais exister, c'est douloureux. Hein. C'est pas facile, c'est pas confortable d'être un nomade. Ça répond quand même à la question du risque, non ? Je crois qu'une vie est vraiment vivante, elle est vraiment existante quand elle assume ce risque. Janine, puisqu'elle s'appelle Janine, le personnage de Camus, elle n'a pas vraiment existé. Vous vous rappelez de l'élève qui était venue me voir avec le aquabon là, dont je vous ai parlé ? À la fin de l'année, elle fait Parcoursup et elle est prise à Louis-le-Grand. Nous, on est à Marseille. Hein. Et elle vient me voir, elle me dit « Qu'est-ce que je fais ?» Je ne donne jamais de conseils, c'est terrible. Hein. Enfin, c'est pourquoi donner un conseil ? C'est pas nous qui payons l'addition après. Mais bon, comme je savais qu'elle avait eu cet épisode de détresse, j'étais très inquiète. Ayant moi-même été élève à Louis-le-Grand, je me disais... Bref, un jour, je l'appelle, vraiment juste avant la clôture, quoi. Et j'allais faire ce qu'il fallait pas faire. J'allais l'appeler pour lui dire « Oh, mais tu sais, c'est bien Marseille aussi. Hein, tu peux rester... Et elle me laisse pas le temps de parler, heureusement. Et elle me dit... Vous vous rappelez L'exil et le royaume ? Parce que j'en parle en cours chaque année.
Elle me dit « Je vais franchir le mur qui me sépare du désert. Je ne sais pas ce qui m'attendra dans le désert, mais je sais que si je reste là, je n'aurai pas vraiment vécu. » Oui. C'est beau, non ? Oui, voilà. Merci, il faut enchaîner après ça. Eh ben justement, je vais rester peut-être parce qu'on s'est dit qu'on en parlerait. Moi, c'est un chapitre, j'ai même montré mes notes à Marianne. J'ai marqué émouvant, bien encadré sur mes notes. Il y a un chapitre qui est la dernière leçon, intitulé La dernière leçon, dans votre livre, où vous évoquez un sujet d'actualité, là pour le coup, qui est la fin de vie, à travers la figure d'une amie intime qui a choisi volontairement de quitter ce monde en Suisse. Et vous l'abordez vraiment sous l'angle de l'intime. Vraiment, c'est votre vision de cette amie et de ce qui s'est passé. Et pour vous, alors ce n'est pas une question, mais vous le transformez en question, c'est une manière de comme vous l'écrivez à la fin de ce chapitre, en reprenant les mots de cette dame, de rester vivante jusqu'au bout. Et d'affirmer, comme Nietzsche, que vous citiez tout à l'heure, notre puissance de vie. Alors, pendant que j'étais à la rédaction de cet essai, une amie de ma mère que j'ai toujours connue et que j'ai toujours admirée, qui était psychiatre, psychanalyste. D'abord, elle était belle, elle était intelligente, elle parlait avec des phrases, on aurait dit des haïkus extrêmement profonds. Et moi, j'avais peur de parler en sa présence parce qu'elle était psychiatre, psychanalyste, j'avais peur de dire une bêtise. En un mot, je l'admirais et en deux mots, je l'aimais, quoi. Et après, je suis devenue étudiante en philo, on s'écrivait. Et puis, j'ai grandi encore. Et puis, un jour, elle me dit « Tu devrais lire Noël Châtelet, la dernière leçon. » Je pense qu'il y en a qui connaissent ici. Bon, j'ai pas lu, je pouvais pas, ça m'angoissait trop, quoi. Un peu plus tard, elle me dit, elle savait en ma possession un livre qui s'appelle « Suicide, mode d'emploi ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre. Un livre qui a été fait par des médecins qui voulaient aider le commun des mortels à savoir comment s'y prendre si un jour ils devaient abréger leur vie. Ce livre, aussitôt publié, a été interdit. Je l'ai. Donc elle me dit, elle avait déjà un début d'emphysème, et elle me dit, j'aimerais que tu me donnes le livre, parce qu'on ne sait jamais, j'aimerais. Dilemme moral, terrible. Non ? Et j'en parle à mes élèves quand on fait le cours sur l'éthique. Mais je me suis dit, quel genre d'ami serais-je, non ? Si je ne répondais pas à sa demande. J'ai photocopié le livre pour le garder. Et je lui ai envoyé une photocopie. Heureusement, elle s'en est pas servie à ce moment-là. Mais en mai dernier, alors que j'étais à la rédaction de ce livre, ma mère m'appelle et me dit, ça y est, l'emphysème est vraiment... Moi, je ne connaissais pas cette maladie, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, je la connaissais à travers Gilles Deleuze, le philosophe, qui lui-même souffrait de ça, et qui, paraît-il, dans les derniers moments de sa vie, était... apparemment, c'était horrible de l'entendre parler, parce qu'il s'étouffait sans arrêt, comme un poisson qui cherche son air. Et bref, ma mère me dit, ça y est, elle part en Suisse. Alors j'en ai parlé à un ami médecin qui m'a dit, non mais ça va, ça prend du temps cette affaire-là quand même. Il y a un dossier, Puis en fait, la date a été fixée très vite. Et donc, au moment même où je cherchais la réponse de savoir comment appréhender la mort, la vie me montrait quelqu'un qui a fait le choix de marcher vers la mort. Et on en a parlé autour de moi. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, je ne sais pas quelle serait votre opinion, mais que c'était égoïste. C'était égoïste. Elle avait un fils, qui a mon âge à peu près. Puis elle avait des amis, quand même. Elle déserte. Elle quitte le champ de bataille avant la fin. Et moi, je ne ressentais pas ça. Moi, j'étais fascinée d'admiration. Comment elle fait pour y aller? Et elle avait demandé à ma mère de l'accompagner, mais finalement, elle a été accompagnée par d'autres personnes. Mais moi, j'avais vu La chambre d'à côté d'Almodovar, vous l'avez vu, dans l'année. J'en parle aussi dans le livre. J'ai mis 3 semaines à m'en remettre. Ouais. Bref, je lui ai écrit pour lui dire, et j'ai mis les lettres dans le livre. Elles y sont, les miennes et ses lettres en retour. Et pourquoi je me suis autorisée ça, je le dis tout de suite.
puisqu'on a parlé de Montaigne tout à l'heure, j'avais entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est une lecture tout à fait acceptable, que Montaigne a placé au centre des essais un essai qui s'appelle Sur l'amitié, et où il parle de la Boétie. Et d'une certaine manière, les essais seraient comme ce tombeau extraordinaire qu'il offre à ce grand amour, la Boétie. Alors je ne suis pas Montaigne, survivre ne sont pas les essais, mais j'ai voulu qu'elle ait vraiment sa place dans ce livre qui parlait de ça. Et cette femme, vraiment, elle m'a offert cette leçon que nul autre ne m'avait jamais offert, à savoir on peut appréhender la mort, c'est-à-dire la considérer, sans forcément l'appréhender, la redouter comme moi je le faisais. Et donc dans la lettre que je lui écris, je lui dis si je vois venir ma mort un jour, ce qui n'est pas sûr, hein, peut-être qu'elle frappera comme ça, certainement son exemple me donnera de la force. Et voilà, c'est vraiment mon chapitre. En fait, dans ce livre, avec elle, en fait, j'ai mis toutes mes voix chères qui se sont tues. En fait, ce livre, Survivre, d'une manière étonnante, c'est-à-dire qu'ils y sont tous, mes disparus. Mes disparus, mes maisons perdues, mes objets perdus. Et c'est aussi une des réponses du livre, à un moment donné, que je trouve chez Yankelevitch ou Amélie Nothomb. C'est quand l'expression ou la forme artistique permet de donner une autre forme d'existence aux disparus. Je me perds. La semaine dernière, j'étais à Genève. Je raconte parce que vous sentez ou pas que tout ça, ce sont des belles histoires quand même. Enfin, oui. La semaine dernière, je vais à Genève. J'avais pas envie d'y aller, il faut dire la vérité, parce que je suis fatiguée. J'enseigne à temps plein. Le week-end, je pars avec mes copies sous le bras. Bref, j'avais pas envie. Et dans le train, puisque j'arrive en Suisse, forcément, je pense à elle. Et j'envoie un texto à son fils. Et il me dit, je suis en Suisse. Je viens. Et donc, la même conférence qu'on est en train de faire là, la semaine dernière, il était caché dans la publique. Et on m'a fait parler d'elle. Et elle a vécu le temps de la discussion. Et quand la conférence est arrêtée, je me suis levée, il s'est levé. On a pleuré pendant un quart d'heure. Et c'était bien. En fait, c'était bien. Donc, je suis contente qu'elle soit dans le livre. Et c'est merveilleux de croiser des gens comme ça qui nous aident à affronter qui nous aident à vivre et qui nous aident à affronter nos peurs. J'aimerais juste, pour rester dans cette émotion, mais parce qu'on se rapproche de la fin et je pense qu'il y aura quelques questions dans l'Assemblée. Ah oui, ça va très vite. Que vous nous lisiez la fin du texte qui fera un bel écho. Oui, mais alors, on n'a pas préparé... il y a plus de son. Ok. C'est bizarre parce que la fin est plutôt... c'est ce dont il parlait tout à l'heure, sur un peu la joie. Enfin, là, on a été un peu lugubre toute la conférence, non, mais... Non. Ok, donc le dernier paragraphe du livre... vous voyez, vous allez voir, voilà, ça parle d'une expérience aussi vécue. Et j'écris. Cet été, au milieu d'une nuit, tandis qu'une fête battait son plein au loin, je me suis écartée et couchée sur un banc pour regarder dans le ciel une pluie d'étoiles filantes, traverser en un éclat rapide et parfois insaisissable le noir infini de la voûte nocturne. Ces astres éphémères sont la métaphore de notre condition humaine. Étoiles filantes, surgissant du néant lointain, pour nous y perdre à nouveau. Tâchons d'opposer à l'obscurité qui nous enserre la vigueur incandescente de notre éclat. Éclairons la nuit du scintillement éblouissant de notre fureur de vivre. Survivons. En 2 mots. On a un petit temps de questions. Je voulais quand même vous laisser la possibilité de poser quelques questions. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Pas forcément sur le livre, sur ce qu'on a. Alors je ne sais pas s'il y a un micro dans le... Parce que le mien ne fonctionne plus. Il n'y en a pas de... Bon, je peux essayer de parler suffisamment fort. Philosopher, c'est apprendre à mourir. J'avais entendu, j'avais lu ça quelque part il y a longtemps. Et ce que j'ai bien aimé, c'est votre entrée en matière, si on peut parler de matière. Vous avez parlé de pop philosophie.
Et la question qui pourrait se poser, c'est celle de savoir si tout objet, a priori, peut être considéré comme un objet philosophique, en ce sens qu'il peut amener à retrouver les grandes questions quasi éternelles. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que cette mise en réseau de nos sociétés, la mise en place d'un dispositif cybernétique fort inquiétant par certains côtés, est-ce que ça pourrait vous amener à le considérer, ce phénomène social, comme un objet philosophique ? Sur la fin, est-ce que la mise en réseau, c'est ça? Ah, je pense qu'il y a... Alors, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris votre question, il y a une autrice qui s'appelle Asma Mala, je vois que certains la connaissent, et qui réfléchit bien à ces questions-là, qui fait des essais passionnants sur effectivement le risque induit par ces nouvelles technologies et au niveau de l'État, etc. Donc oui, ce sont des objets philosophiques et des objets déjà étudiés par d'autres. C'est vrai. Albert Camus a aussi écrit La mort heureuse, qui termine par et Pierre, parmi les pierres, il retourna dans la paix de son cœur à la tranquillité des mondes immobiles. Je vois qu'il y a on est plusieurs fans d'Albert Camus ici alors. Un mort n'est pas un disparu, un mort n'est pas un perdu, un mort n'est pas quelqu'un qui nous a quittés, un mort est un mort. Et pour terminer, et vous allez répondre s'il vous semble que c'est peut-être ambitieux, mais moi j'ai la croyance que comme on vit, on meurt. On est en train de vivre un très joli moment avec vous. Je pense que votre ami psychiatre et psychanalyste meurt un très joli moment avec vous. On pourrait mourir aussi en continu, que ce ne soit pas une terminaison. Et Amélie Nothomb, dans Psychopompe, parle un peu de ça aussi. Oui. Voilà, mais vous dites beaucoup de choses. Je ne sais pas par quel bout l'attraper, là. Alors déjà, ça me touche beaucoup ce que vous avez dit. Je ne suis pas venue pour rien à Bordeaux aujourd'hui. Attendez, vous avez dit beaucoup de choses. Oui, bah alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Mais Simone de Beauvoir, à la mort de Sartre, a cette phrase dans laquelle je me reconnais. « Sa mort nous sépare. Ma mort ne nous réunira pas. » Un mort est quand même un être perdu et qu'on ne retrouvera pas. Et elle ajoute, et là, il est déjà beau que deux existences aient pu si longtemps s'accorder. C'est vrai que ce livre, peut-être que vous l'avez deviné, est le livre de quelqu'un qui n'a pas la grâce de la foi. Je l'évoque d'ailleurs au début. J'évoque la mort de la fille de Victor Hugo. Et ce poème sublime qui s'appelle « À Villequier ». Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Victor Hugo s'adresse à Dieu au départ en lui disant comment il a pu d'abord être en colère. Comment Dieu a-t-il pu lui enlever cet enfant qui était la joie de son cœur? Et puis il y a un tournant dans le poème où Victor Hugo dit « Mes yeux pleuraient tellement, j'étais aveuglé, je ne voyais plus clair ». Et il ajoute « Je comprends maintenant qu'il est bon, je comprends qu'il est juste, que mon cœur est saigné, puisque Dieu l'a voulu. » Moi, ces phrases, elles m'émerveillent, elles me fascinent, elles m'effraient en même temps. Bon, je comprends qu'il est bon. Il parle de la mort de sa fille. Je comprends qu'il est juste, que mon cœur est saigné puisque Dieu l'a voulu. Je ne suis pas du tout en train de dire du tout que la foi épargne aux croyants la douleur de la perte, pas du tout. Mais pour, je ne sais pas si on peut dire l'athée, mais ou l'agnostique, que je suis, à la douleur de la perte s'ajoute l'absence d'espérance, de retrouvailles. Et bon, attends, j'ai envie quand même d'être positive. Là où je suis d'accord avec vous, tiens, je vais faire un truc positif. Regardez, je peux? J'ai encore un peu de temps? De livre en livre, il y a un personnage récurrent, c'est ma grand-mère.
Ma grand-mère est morte il y a 10 ans. Elle est morte à l'automne et 1 mois plus tard, on m'invite pour la première fois de ma vie dans l'émission qu'elle regardait tous les mercredis, La Grande Librairie. Moi, cette émission, je la regardais enfant. Bon, c'était pas La Grande Librairie, c'était Bouillon de culture, apostrophe avec ma mère. Mais la petite qui va à La Grande Librairie, vous imaginez. Mais elle n'était pas là pour le voir. Et moi, je me suis retrouvée sur ce plateau en me disant, mais à quelques mois après, elle aurait vu ça, quoi. Bon. Je pense d'ailleurs que j'écris pour aller à La Grande Librairie. Mais par rapport à ça, parce que c'est ce qui aurait fait la fierté de ma grand-mère. Et c'est ce qui fait la fierté de mes parents. Et la dernière fois que j'ai eu l'honneur d'être invitée pour Survivre, je suis sur le plateau. Et Augustin Trapenard m'avait dit en loge, tu verras, il y a une surprise pour toi. J'aime pas les surprises, du tout. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a invité Chantal Jacquet. Si c'est ça, je pourrais plus dire un mot parce que j'aurais trop honte, je me sentirais trop... Bon, il y avait un piano. Il m'avait dit, il y aura 3 surprises dans l'émission. Vous l'avez vu ou pas cette émission ? Charlotte Rampling arrive. Ok, donc je me dis, il en reste plus que 2. Arrive une actrice qui vient lire un texte magnifique. Il en reste plus qu'une, donc c'est le piano. Et là, il me dit, je sens que le moment arrive, et il me pose une question. Je me dis, oui, il va faire jouer du Barbara, bien sûr, j'adore Barbara. Et rentre une pianiste qui joue un impromptu de Schubert. Or, ma grand-mère ne jurait que par Schubert. Et là, je me dis, mais non, elle n'aura pas vu ça. Attendez, je vous raconte parce que c'est vraiment trop beau, quoi. Donc j'étais très émue. Et à la fin, il me dit, je vous sens émue. Oui. Mais je me dis, est-ce que je dis la vérité ou pas ? Ou est-ce que j'essaie de faire une réponse un peu philosophique ? Je dis, non, je vais dire la vérité. Et la vérité, c'était quoi ? C'était que je pensais à Vincent Lindon, qui, au moment où il reçoit son prix à Cannes, je ne sais pas si vous l'avez vu, le premier prix de sa vie d'acteur. Pourtant, il est déjà âgé. Hein. Il monte sur scène et il dit, je pense à mon père qui n'est plus là. Je pense à ma mère qui n'est plus là. Et dire que j'ai fait tout ça pour qu'ils me voient et ils ne sont plus là. Et je lui dis, voyez là, j'ai La Grande Librairie, Schubert, ma grand-mère, et elle ne le verra pas. Mais, pourquoi je vous raconte ça, vous allez me dire ? Mais parce que c'est un chapitre encore de mon histoire avec ma grand-mère, que j'écris avec elle, malgré son absence. Et, fin de l'histoire, je vous jure, je vous laisse partir, 2-3 jours après, le téléphone sonne. Et je vois s'afficher un nom, une amie de ma grand-mère, que je croyais morte depuis longtemps. Et je me dis donc, premièrement, elle n'est pas morte. Ou alors je me dis, ou alors elle vient de mourir et c'est la famille qui m'appelle. Je décroche, un peu angoissée. Et là, j'entends une voix qui vient d'outre-tombe. Une voix de... Vous voyez ces inflexions des voix chères qui ont disparu. Une vieille dame qui me dit, je ne vous entendrai pas, je suis sourde. Mais je voulais vous dire... Je m'endors tous les soirs à 20h, mais mercredi dernier, j'étais devant La Grande Librairie et il y avait des sous-titres. Et j'ai vu que vous étiez là et j'ai vu quand je vais Schubert. Et j'ai pensé à votre grand-mère et j'ai vu que vous parliez d'elle. Merci pour elle. Oh, j'ai pleuré. Et je me suis dit, ça c'est beau, non ? C'est une histoire avec ma grand-mère encore. Donc vous avez raison, on perd les gens, mais... on peut continuer à tresser avec eux des histoires au plein cœur du présent de nos existences, quoi. Voilà. Bien, merci beaucoup Marianne Chaillon. Nous avons une surprise. Non, c'est une... Non, la meilleure surprise, c'est que vous pourrez poursuivre la conversation au stand 22 de la librairie Le Passeur Contretemps tout de suite. Vous pourrez retrouver Marianne Chaillon, que nous remercions encore une fois pour cette magnifique rencontre. Merci beaucoup, Marianne. Donc le livre, je crois, est à la vente sur la table, mais vous le retrouvez aussi sur le stand de la librairie où Marianne va se rendre, je crois, dans quelques minutes.